Le traité sur l'Union européenne prévoit, dans son article 17, paragraphe 7, la procédure de nomination du président ou de la présidente de la Commission par le Conseil européen, et également, une fois que celui-ci ou celle-ci a été approuvé par le Parlement européen, organise la désignation du collège des commissaires. C'est le Conseil européen, sur proposition du président ou de la présidente de la Commission, qui va établir cette liste. Le traité prévoit une audition individuelle de chaque commissaire. Ce qui s'est passé, et qui était très intéressant, c'est que le Parlement européen, au fur et à mesure de sa pratique, a transformé ces auditions individuelles prévues par le traité dans des auditions en quelque sorte de confirmation, qui se rapprochent de ce qu'on connaît par exemple aux États-Unis avec les auditions de confirmation par le Sénat. Et c'est très intéressant parce que le Parlement européen l'a fait en modifiant son règlement intérieur, l'article 125 et l'annexe 7, et c'est assez sophistiqué. C'est assez sophistiqué parce que chaque commissaire va individuellement devoir répondre à un certain nombre de questions. Il y a une liste de 25 questions. Il va devoir répondre à des questions sur ses intérêts financiers, les risques de conflit d'intérêts. L'audition va durer 3 heures. Elle est publique. Et à l'issue de cette audition, pour chaque commissaire, eh bien, les commissions compétentes vont établir un avis. Ce peut être un avis positif, ce peut être un avis de rejet, et ce peut être, dans l'hypothèse où ne se dégage pas une majorité des 2/3, eh bien, la possibilité d'une nouvelle audition, cette fois-ci d'1 heure et demie, précédée de nouvelles questions, et à la fin, eh bien, une nouvelle évaluation, et les évaluations, les lettres d'évaluation qui sont transmises à la conférence des présidents des commissions, puis à la conférence des présidents du Parlement européen, sont rendues publiques, concrètement. Au-delà de ce que dit le texte du traité, cela signifie que chaque commissaire, à travers cette audition individuelle et cette procédure prévue par le règlement intérieur du Parlement européen, est en réalité soumis à une sorte de responsabilité individuelle qui ne dit pas son nom. Il y a une forme de reparlementarisation de cette nomination. Et si un ou plusieurs commissaires ne sont pas approuvés au terme de cette procédure, il est à peu près certain qu'ils ne figureront pas dans le collège qui sera soumis à l'approbation du Parlement européen. Juridiquement, ils pourraient l'être, mais évidemment, le risque, c'est qu'il y ait un vote négatif sur le collège dans son ensemble. Donc, cette procédure des auditions individuelles, telle qu'organisée et sophistiquée par le Parlement européen, aboutit finalement à ce que, individuellement, chaque commissaire désigné, pressenti pour le portefeuille, eh bien, soit soumis non seulement à la question, mais également à une forme de responsabilité qui, même s'il est nommé, d'une certaine façon, le suivra pendant tout son mandat. Ce à quoi on assiste depuis plusieurs années, c'est une volonté très claire de la part du Parlement européen d'étendre son influence, au-delà même de ce que prévoient les textes des traités. On pourrait prendre ici 2 exemples. Le premier, c'est la tentative par le Parlement européen, lors des mandats précédents, de pousser cette idée du Spitzenkandidaten, à savoir cette idée que le président ou la présidente de la Commission devrait être en réalité celui correspondant à la majorité issue du scrutin aux élections européennes. Et on voit bien là, de la part du Parlement européen, une volonté d'imposer ses vues au Conseil. Le Conseil n'y a pas consenti pour l'instant. Mais c'est un indice de ce que le Parlement européen essaye de pousser au plus qu'il le peut sa capacité d'influer. Le triangle institutionnel, tout simplement. Un deuxième exemple qui est, je crois, assez utopique, c'est celui du trilogue. Le trilogue, c'est cette procédure qui s'est mise en place depuis 1999 et qui maintenant permet, dans le cadre des procédures législatives ordinaires, d'accélérer la lecture des textes dans une négociation interinstitutionnelle entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, en sorte que l'on puisse aller plus vite et que l'on trouve des compromis acceptables. C'est une pratique que le Parlement a également poussée parce que ça lui permet d'avoir de l'influence dans le cadre de la procédure législative. Ce sont 2 exemples qui montrent que, d'une certaine manière, dans ce triangle institutionnel original
dans cette construction institutionnelle sui generis qu'est l'Union européenne, où on a la Commission qui a, en tant qu'exécutif, d'une certaine façon, a le monopole de l'initiative législative, et puis ces deux co-législateurs, cette espèce de bicamérisme que sont le couple Conseil-Parlement européen, le Parlement européen, tirant ou essayant de tirer avantage de sa légitimité électorale directe, eh bien, le Parlement européen essaye petit à petit de prendre davantage d'influence. Que le Conseil européen ou Conseil de l'Union européenne reste la pièce maîtresse, c'est une certitude. Que le Parlement essaye de gagner davantage d'influence, c'en est une autre. Les conventions de la Constitution de Pierre Avril, c'est une manière d'aborder en réalité pour l'Union européenne cette idée de pratique institutionnelle qui vient pallier l'incomplétude des textes fondateurs et des traités successifs. C'est l'idée que l'Union européenne peut, dans un dialogue entre ces trois institutions principales que sont la Commission, le Parlement européen et le Conseil, trouver des pratiques, des manières de faire qui fluidifient, facilitent le travail interinstitutionnel. C'est une façon de rendre possible, par exemple, une meilleure manière de légiférer, un contrôle budgétaire plus efficace. C'est, d'une certaine façon, la possibilité donnée aux institutions par des accords interinstitutionnels qui sont maintenant prévus par les traités, eh bien, des procédures qui leur permettent d'être plus efficaces. Et c'est d'autant plus important que l'Union européenne n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les 6 États membres fondateurs, nous en avons 27. Qui sait, peut-être plus si des élargissements devaient se produire. On voit bien qu'il est difficile de changer les traités. Alors il faut trouver des moyens de faire vivre les traités existants dans l'esprit de ces textes, tout en facilitant, fluidifiant et d'une certaine façon rendant pérenne et durable cette organisation tout à fait extraordinaire au sens propre du terme qu'est l'Union européenne.